L'administration de Donald Trump a officiellement invité le dictateur russe Vladimir Poutine au sommet du G20 qui se tiendra cette année à Miami, aux États-Unis. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Alexandre Pankine, vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Mais en plus de lui, ces dernières semaines, il y a eu suffisamment de signaux indiquant que l'équipe de Trump pourrait réellement prendre une telle mesure. Ainsi, l'envoyé de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, ne quitte pratiquement pas Miami, où il mène constamment des négociations avec un proche ami de Donald Trump, Stephen Witkoff, qui cherchait à imposer à l'Ukraine une paix défavorable. De plus, ces derniers jours, nous avons vu que l'équipe de Trump cherche par tous les moyens des excuses absurdes pour expliquer pourquoi ils ont de nouveau prolongé la levée des sanctions contre le pétrole russe. De plus, il est connu que Stephen Witkoff et Jared Kushner se sont à nouveau rendus à Moscou pour rencontrer Poutine. Alors discutons de tous les éléments qui montrent comment l'administration de Donald Trump essaie d'attirer le dictateur russe Vladimir Poutine au sommet le plus important du monde, c'est-à-dire le sommet du G20. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, la Russie a été invitée à participer au sommet du G20 au plus haut niveau. C'est ce qu'a annoncé le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Alexandre Pankine. Le sommet aura lieu en décembre 2026 à Miami, c'est-à-dire aux États-Unis d'Amérique. Et voici une citation de Pankine. « Il y a une invitation à participer au plus haut niveau, mais nous verrons à l'approche de la date. » Je tiens à préciser que lorsqu'il s'agit d'une visite au plus haut niveau, cela signifie une invitation adressée précisément au président du pays. Dans ce cas, il s'agit du dictateur Vladimir Poutine. Le Kremlin essaie de montrer de plus en plus activement que Vladimir Poutine est vraiment attendu à Miami. Plus tôt, la Sherpa de la Russie au G20 Svetlana Lukács a déclaré que les États-Unis se préparaient à une éventuelle venue du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l'événement. Et il compte sur sa participation. Стран G20. Avant cela, le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, avait déclaré que la Russie était intéressée à poursuivre sa coopération avec le G20, mais qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant la personne qui représenterait la Russie au sommet du G20. Et voici la citation de Peskov. « Aucune décision n'a encore été prise concernant la participation de Poutine au sommet du G20 aux États-Unis, mais à chaque sommet, la Russie a participé au niveau approprié. Près du sommet, une décision sera prise sur notre format de participation. Le travail de Moscou au G20. Je tiens également à souligner qu'à la dernière occasion, Vladimir Poutine a participé en personne au sommet du G20 au Japon il y a bien longtemps, en 2019. En 2022, 2023 et 2024, la délégation russe était dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. En 2025, la Russie était représentée par le chef adjoint de l'administration présidentielle de la Fédération de Russie, Maxime Oreshkin. Quant à Vladimir Poutine lui-même, eh bien, excusez-moi, il a tout simplement peur de sortir de son bunker. C'est un lâche qui a vraiment peur d'apparaître en public. En fait, l'année dernière, le sommet du G20 s'est tenu en Afrique du Sud. Et hypothétiquement, Vladimir Poutine aurait pu s'y rendre en personne, mais il a eu peur d'être arrêté conformément au mandat délivré par la Cour pénale internationale pour son crime sanglant contre l'Ukraine et contre le peuple ukrainien, y compris l'enlèvement d'enfants ukrainiens. Mais cette fois, Donald Trump pourrait vraiment préparer un accueil haut en couleur à Vladimir Poutine à Miami. Puisque les États-Unis ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, car ils n'ont pas ratifié le statut de Rome et, en 2002, ils ont officiellement retiré leur signature de ce traité. Washington ne reconnaît pas par principe la juridiction de la Cour pénale internationale sur ses propres citoyens et militaires, craignant des poursuites à motivation politique, et s'oppose activement aux enquêtes de cette Cour. La question est de savoir si Donald Trump reconnaît la juridiction. C'est précisément pour cette raison que ce malentendu chauve est hors d'atteinte de la Cour pénale internationale. L'année dernière, en plus, le Kremlin comprend parfaitement comment influencer Donald Trump contre l'Europe et comment s'allier avec lui. Et ces derniers jours, comme vous le savez, la Russie affirme activement que c'est précisément l'Europe qui se prépare à une grande guerre.
Quant à Donald Trump, il essaie de toutes les manières de s'opposer aux sentiments belliqueux de l'Europe. Par exemple, Shoigu, ancien ministre de la Défense russe, est désormais secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Il a averti la veille la Finlande et les pays baltes que la Russie pourrait les attaquer à cause de prétendus survols de drones ukrainiens au-dessus de leur territoire pour frapper la Russie. Je vais maintenant citer Shoigu. Dernièrement, il y a eu de plus en plus de cas où, via la Finlande et les pays que les Russes peu instruits appellent la Pribaltique, alors que le terme correct est pays baltes, des frappes de drones ukrainiens sont menées contre la Russie. En conséquence, des civils souffrent et des dégâts importants sont causés aux infrastructures civiles. Cela peut se produire dans deux cas, soit en raison de l'inefficacité des moyens de défense anti-aérienne occidentaux, soit parce que ces États autorisent délibérément l'utilisation de leur espace aérien. Dans ce dernier cas, conformément au droit international, les Russes se souviennent du droit international, l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur le droit inaliénable des États à la légitime défense en cas d'agression armée entre en vigueur. Aujourd'hui, au Kremlin, ils ont inventé une nouvelle histoire. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Alexandre Grouchko, a déclaré que les pays européens s'entraînent à des scénarios de blocus maritime et de prise de la région de Kaliningrad, au cours des exercices des forces expéditionnaires conjointes dirigées par le Royaume-Uni. Selon lui, l'activité des militaires européens responsables de la réaction rapide dans la zone de l'extrême nord, de l'Atlantique Nord et de la mer Baltique a augmenté ces dernières années. Étonnant, pourquoi donc ? Peut-être parce que des Russes sauvages vivent à côté. Grouchko a également rappelé l'opération de l'OTAN Sentinelle de la Baltique, qui a été lancée après la rupture des câbles énergétiques et de communication au fond de la mer Baltique. Et voici que le représentant du ministère russe des Affaires étrangères a nommé son véritable objectif, le contrôle des routes de transport international et la limitation du transport de marchandises effectué dans l'intérêt de la Fédération de Russie. Eh bien, rappelons maintenant qui fait partie de ces forces expéditionnaires conjointes. Il s'agit du Royaume-Uni, bien sûr, ainsi que du Danemark, de la Finlande, de l'Estonie, de l'Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la Suède et de la Norvège. La coalition a été créée en 2015 pour réagir rapidement aux crises, dissuader toute menace et mener des opérations principalement dans les régions de la mer Baltique et de l'extrême nord. Et cela s'est produit après que la Russie sale a déclenché une guerre à grande échelle contre l'Ukraine. En outre, il penche pour une coopération précisément avec ses membres de l'OTAN d'Europe de l'Est et du Nord. C'est pourquoi le Kremlin essaie de montrer qu'il est prêt à attaquer précisément ces pays, afin de créer une tension qui pourra ensuite être résolue avec brio lors d'une nouvelle rencontre personnelle entre Trump et Poutine. Mais en plus de tout cela, il convient de noter que la Maison-Blanche se montre bien trop conciliante envers le Kremlin. Comme vous le savez, il y a un mois, Trump a déjà levé les sanctions contre la Russie, contre le pétrole russe, et voilà. Le ministre des Finances américain, Scott Bessent, a déclaré qu'il avait prolongé l'exemption des sanctions pétrolières contre la Russie et l'Iran après les demandes, selon ses propres termes, de pays vulnérables touchés par le blocus du détroit d'Armout. Il a fait cette déclaration lors d'une audition au Sénat, mais il n'a jamais précisé quels étaient tant ces pays mystérieux qui lui avaient tant demandé de lever les sanctions contre la Russie. Lors de l'audition devant la commission budgétaire, le sénateur démocrate Chris Coons a demandé au ministre des Finances américain pourquoi l'administration avait d'abord refusé de prolonger l'assouplissement des sanctions pétrolières contre la Russie, puis avait soudainement rétabli l'exemption des restrictions. Je rappelle que la levée des sanctions s'est terminée le 11 avril, et le ministère des Finances semblait dire « c'est fini, pas de prolongation ». Mais le 16 avril, ils ont soudainement prolongé. Kuhn a souligné que la Russie gagne en plus 150 millions de dollars de revenus par jour. Et cet argent ne sert pas seulement à tuer des Ukrainiens, mais aussi à permettre à la Russie d'utiliser ses revenus pour soutenir l'Iran avec des drones et des renseignements, afin de tuer également des militaires américains. Et à tout cela, le ministre des Finances américain a reconnu que oui, la Russie a tiré profit de la levée des sanctions, alors qu'auparavant, je rappelle, ce même Besson affirmait que non. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, nous avons levé les sanctions, mais la Russie n'en tirera aucun bénéfice. Dans le même temps, il a déclaré que sans cela, les prix mondiaux du pétrole auraient pas déjà atteint 150 $ le baril au lieu de 100, et que, soi-disant, ce sont les consommateurs américains qui en ont profité.
Toujours selon Besson, les États-Unis ont décidé d'assouplir à nouveau les sanctions contre la Russie et l'Iran à la suite de la demande de 10 pays qui ont souffert de la hausse mondiale des prix de l'énergie. Il a ajouté que Washington n'avait pas prévu de prendre une telle décision, mais que 10 pays ont supplié Donald Trump avec insistance, et Trump a dit « Eh bien, que puis-je faire? Je ne veux évidemment pas lever les sanctions contre la Russie, mais on me le demande, alors que puis-je faire ?» Et maintenant, je vais citer Scott Besson. La semaine dernière était la semaine de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et mercredi, j'étais convaincu que nous ne le ferions pas, c'est-à-dire que nous n'allions pas prolonger la levée des sanctions. Mais des représentants de plus de 10 pays, qui sont parmi les plus vulnérables et les plus pauvres en matière d'énergie, se sont adressés à moi. Et donc ils nous ont demandé de prolonger la levée de ces sanctions. À la question de savoir quels étaient ces pays, Besson n'a, pour une raison quelconque, pas répondu. C'est pourquoi je peux supposer que personne n'a demandé cela à Besson. C'est une décision purement exceptionnelle de l'administration de Donald Trump. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché sur vos écrans. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.